s'agit d'un hyperglycémie grave, les glycémies peuvent dépasser les 6 grammes. Et cet état d'hyperglycémie va être à l'origine d'un état d'hyperosmolarité. Et cette hyperosmolarité va entraîner une déshydratation profonde. Et vous savez très bien que les sujets âgés sont très sensibles à la déshydratation. Ceci va être à l'origine d'une altération de l'état de conscience, d'une léthargie, d'un coma et d'un risque de décès qui est élevé. Comme je vous l'ai déjà dit, l'incidence n'est pas très élevée. À peu près, on observe un cas sur 1000 personnes années parmi les patients diabétiques. Il s'agit essentiellement de diabète de type 2. C'est pas une complication du diabète de type 1, d'accord? Le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, c'est une complication du diabète de type 2 âgé. Voilà. Et l'incidence exacte dans la population âgée n'est pas très commune. Pour le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, il est moins ça constitue à peu près 1% parmi les admissions aux soins intensifs, aux urgences médicales. La mortalité est considérablement importante et plus importante que l'acidocétose diabétique. Elle peut atteindre jusqu'à 25%. Donc vous voyez que à peu près un quart des patients peuvent décéder lorsqu'ils présentent cette complication qui est le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Oui. Quelle est la physiopathologie du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire? Il faut savoir que l'élément essentiel au cours qui va engendrer cette hyperglycémie et qui va entraîner par la suite une hyperosmolarité, c'est l'existence d'une insulinopénie. Mais cette insulinopénie, elle n'est pas absolue, c'est pas comme l'acidocétose diabétique. C'est une insulinopénie, c'est vrai, qui est profonde, mais qui n'est pas totale. Donc il y a quand même une sécrétion résiduelle de l'insuline qui va éviter la production de corps cétonique et qui va éviter la protéolyse et qui va éviter la lipolyse. Donc il y a toujours une sécrétion résiduelle d'insuline qui n'est pas suffisante pour gérer l'hyperglycémie, mais qui est pour éviter qu'il y ait une cétose ou bien une acidose diabétique. S'il vous plaît, il y a du bruit, hein. Essayez d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Voilà, voici la physiopathologie du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Elle est simple. Donc, c'est vrai que le déficit n'est pas total de l'insuline. Cette insulinopénie, elle est relative, mais elle est persistante. Donc, elle est persistante dans le temps, ce qui va entraîner une hyperglycémie. Cette hyperglycémie, comme il y a un déficit d'insuline, le glucose ne pourra pas pénétrer dans les tissus périphériques, donc il ne va pas être utilisé. Et comme il n'est pas utilisé, il y a un défaut ou bien un besoin énergétique en substrat énergétique qui est important par les tissus périphériques. Du fait du défaut de l'insuline, l'organisme il va essayer de stimuler
des hormones hyperglycémiantes, c'est-à-dire les hormones de contre-régulation, qui sont l'ACTH, l'hormone de croissance, donc l'ACTH qui va stimuler le cortisol, l'hormone de croissance, etc. Donc ces hormones hyperglycémiantes de contre-régulation vont encore aggraver l'hyperglycémie. Et par ailleurs, malgré l'augmentation de la glycémie dans le sang et du fait du manque d'insuline, il n'y aura toujours pas d'utilisation par les tissus périphériques, et les tissus périphériques vont toujours faire appel aux besoins énergétiques, ils vont toujours faire appel à la glycémie, ce qui va entraîner une stimulation de la néoglycogénèse et la glycogénolyse hépatique. Donc une augmentation de la production du glucose par le foie et une stimulation de la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène, ce qui va encore aggraver l'hyperglycémie. Donc la glycémie, vous voyez très bien que il y a tous les moyens sont stimulés pour essayer pour entraîner pour que les tissus périphériques puissent utiliser le substrat énergétique qui est le glucose. L'hyperglycémie ne va faire qu'augmenter, mais du fait du défaut de l'insuline, il y aura une hyperglycémie qui ne va que se majorer, et malgré ça, elle ne pourra pas être utilisée du fait de cette insulinopénie qui est persistante. Donc cette hyperglycémie qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer une polyurie et hydratation importante. Donc, vous voyez déjà qu'il y a deux symptômes importants du syndrome hyperglycémie hyperosmolaire. Il y a une polyurie et il y a une déshydratation importante. Et comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, j'entends du bruit et ça me gêne. Comme je vous l'ai dit, on a affaire à des sujets âgés qui sont le plus souvent gravataires. Ces sujets âgés sont parfois porteurs de maladies graves, peut-être un AVC, peut-être une maladie d'Alzheimer. Donc, ils ne savent pas demander, ils savent pas ressentir cette déshydratation et donc ils demandent pas à boire. Ce qui fait que la déshydratation va encore s'aggraver. La polyurie, elle est toujours là, le malade ne va pas boire et ceci va entraîner encore une aggravation de l'hyperglycémie, ce qui va entraîner une hypernatrémie et une hyperosmolarité. Comme je vous l'ai dit, comme il y a une insulinopénie relative, elle n'est pas totale, il y a une petite sécrétion résiduelle d'insuline. Il n'y aura pas de stimulation de la protéolyse, donc il n'y aura pas de production d'acides aminés acétogènes. On n'aura pas donc pas de stimulation non plus de la lipolyse. C'est pour ça que au cours du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, on n'a pas de cétose et on n'a pas d'acétonurie. On peut avoir très très rarement une petite cétonurie de 1 croix, ça peut se voir, mais c'est rare, mais pas au-delà d'une croix. Donc même au cours du syndrome du coma hyperosmolaire, systématiquement vous devriez faire une bandelette. Si vous trouvez une croix, ça peut se voir, mais c'est pas classique. Vous devriez le faire déjà. Ça va vous aider à confirmer le diagnostic et ça va vous aider à éliminer les diagnostics
syndrome d'acidocétose diabétique. Oui, c'est fait, j'ai accepté. Donc à chaque fois qu'il y a des étudiants qui veulent participer, ils sont automatiquement admis. Voilà. Est-ce que vous avez compris concernant la physiopathologie? Bon. Est-ce que vous avez saisi concernant la physiopathologie? Allô? Oui, docteur. Allô? Oui, docteur. Oui. Donc, comme je vais faire un petit résumé, comme je vous l'ai dit, l'insuline, l'absence ou la présence minimale de corps cétonique chez les patients atteints de syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire est liée à une sécrétion persistante d'insuline. Donc, le fait qu'il y ait de l'insuline, ça empêche la stimulation de la lipolyse et de la protéolyse, ce qui fait qu'on n'aura pas de corps cétonique, mais une très faible formation de corps cétonique. L'insuline résiduelle va empêcher la lipolyse et donc la cytogénèse, mais elle est insuffisante pour stimuler l'utilisation du glucose par les tissus périphériques. La déshydratation, elle est généralement plus importante que l'acidocétose diabétique, du fait donc qu'il y a une moindre sensation de soif, parce qu'on a affaire à des sujets qui sont âgés, qui sont grabataires, qui sont porteurs parfois de maladies neurologiques ou bien de maladies neurologiques telles que un Alzheimer ou bien un accident vasculaire cérébral. Donc, ils ne savent pas exprimer la sensation de soif. Comment on fait le diagnostic du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire? Le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, il se voit sur un terrain qui est particulier, qui est le sujet âgé. En général, c'est des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. En général, c'est un diabète de type 2. Ça se voit pas chez les diabétiques type 1. Ce sont des patients qui sont grabataires, qui sont dépendants, dont l'autonomie est limitée, avec problèmes neuropsychiatriques et démentiels, ne sachant pas exprimer une plainte, notamment la sensation de soif. Mais derrière ça, il y a toujours un facteur déclenchant qu'il faudra rechercher. Parfois, il est évident, parfois, il ne l'est pas, et donc, on doit le rechercher. Donc, il faut toujours rechercher une cause de déshydratation digestive. C'est des patients qui peuvent présenter de la diarrhée, ou bien des vomissements, ou bien qui prennent des diurétiques comme ils sont âgés, qui sont tarés, qui sont peut-être présenteurs d'hypertension artérielle, ou bien d'insuffisance rénale modérée, et donc, ils prennent des diurétiques, et ces diurétiques, ils sont parfois utilisés de façon à des doses élevées et de façon abusive. Il faut rechercher également toute autre cause d'hyperglycémie, notamment une autre cause qui peut majorer l'hyperglycémie, notamment la prise de corticoïdes ou bien l'arrêt des médicaments hypoglycémiques, des médicaments du diabète. Il faut rechercher une affection aiguë intercurrente récente qui peut expliquer la majoration également de l'hyperglycémie. Vous savez que n'importe quelle affection intercurrente, notamment une cause infectieuse ou bien une atteinte cardiaque telle qu'un infarctus, un syndrome coronarien ou bien un infarctus du myocarde, peuvent décompenser un diabète et entraîner encore une décompensation cette décompensation est à l'origine d'un syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Comment
il va se présenter le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. On a les symptômes d'hyperglycémie, mais qui évoluent en général de façon insidieuse. Donc ça se présente pas, c'est pas un tableau aigu comme l'acidocétose ou bien l'hypoglycémie. C'est un syndrome donc qui va évoluer de façon très insidieuse sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. On a dit qu'on trouve un syndrome cardinal, mais qui est incomplet. On a une altération d'état général. On a un syndrome polyuropolydiptyque. On peut ne pas avoir la polydipsie puisqu'on a dit que c'est des patients qui sont gravateurs. Ils ne savent pas exprimer la sensation de soif, mais on trouve une polyurie avec un améliorement. Il existe par ailleurs une altération de l'état général, une anorexie, une déshydratation globale à la fois intra- et extracellulaire, qui est à l'origine d'une hypotension artérielle, voire d'un état de choc. On retrouve bien sûr réactionnel à cet donc état de déshydratation, on retrouve une tachycardie. L'état de conscience, au début, il peut être normal et peut s'altérer, donc progressivement, on peut avoir une léthargie profonde avec un coma de stade variable, ça peut aller jusqu'au coma profond. Ça se caractérise par des manifestations neurologiques aussi qu'on retrouve fréquemment au cours du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, telles que des crises convulsives focalisées ou bien généralisées, donc une crise d'épilepsie, bien des convulsions généralisées, et voire même un accident vasculaire cérébral ischémique qui s'explique par le fait que le patient soit déshydraté, du fait qu'il y ait un syndrome, une hyperosmolarité, ça prédispose à la survenue de thromboses artérielles, surtout cérébrales, qui sont pourvoyeuses d'accidents vasculaires. Comment on fait une fois qu'on a cette symptomatologie clinique va nous faire penser normalement à ce diagnostic de syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, parce que vous voyez que c'est un peu différent de l'acidocétose diabétique. Et donc, ça va nous emmener à faire des examens complémentaires. Qu'est-ce qu'on va faire comme examen complémentaire? On va réaliser une glycémie capillaire et bien sûr une glycémie veineuse. On va faire une bandelette pour confirmer ou infirmer une acidocétose diabétique. Comme je l'ai déjà dit, et c'est jamais suffisant de répéter, en général, l'acétone, elle est négative, mais elle peut être faible. On peut retrouver une croix. La bandelette, donc la glycémie capillaire et la bandelette doivent être réalisées en premier en urgence. Ensuite, on va demander une glycémie veineuse, un ionogramme sanguin pour calculer le trou amnionique. On doit obligatoirement demander un bilan rénal avec créatinine. On doit demander les gaz du sang et la numération formule sanguine. Le CG doit être fait également en urgence pour voir s'il y a éventuellement une hypokaliémie avec un retentissement cardiaque ou bien pour rechercher un syndrome coronarien aigu qui peut être la cause de déclenchement du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Il faut également compléter par d'autres examens qui peuvent être expliqués, peuvent être la cause et expliquer l'étiologie du syndrome hyperglycémie hyperosmolaire. Une radio du thorax pour voir si le patient il fait peut-être une pneumopathie infectieuse, une analyse des urines pour voir s'il y a une leucocyturie ou bien une hématurie. On peut faire éventuellement l'examen des crachats et si le malade fait de la fièvre, on peut demander donc des hémocultures pour essayer de rechercher une cause à
à ce syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Lorsqu'on récupère les bilans, qu'est-ce qu'on va s'attendre à quoi? Comme je vous l'ai dit, on va retrouver une hyperglycémie importante qui dépasse les 6 grammes et qui peut aller jusqu'à 20 grammes par litre. Il existe une déshydratation globale. Donc, on va retrouver une hypernatrémie qui est supérieure à 155 millimoles par litre. En général, on doit, si on trouve une hyponatrémie, il faut calculer la natrémie corrigée. En général, c'est une fausse hyponatrémie. Donc, le calcul de la natrémie corrigée se fait par la natrémie mesurée fois 1,6 la glycémie. Et ce qu'on doit faire, et il faut obligatoirement calculer l'osmolarité. Le calcul de l'osmolarité, il est facile. Vous avez deux formules, le sodium plus le potassium en mètre fois 2, plus la glycémie en millimoles, donc il faut la calculer en millimoles, plus l'urée en millimoles, et là vous avez le taux d'osmolarité, ou bien sinon, vous pouvez la calculer en grammes, donc vous aurez le sodium en mètre par litre fois 2, plus la glycémie en milligrammes par décilitre sur 18, et là vous aurez le taux de l'osmolarité. L'osmolarité normale, elle est de 280 à 320, donc 300 plus ou moins 20. Dès qu'elle dépasse les 320, on est en droit de poser le diagnostic d'hyperosmolarité. Donc lorsque vous avez un taux supérieur à 320, c'est une hyperosmolarité. À la formule, on va retrouver également un taux d'hématocrite qui est élevé. Donc, on va retrouver des signes d'hémoconcentration puisque le patient est déshydraté. On va retrouver une protidémie élevée. Bien sûr, le bilan rénal va nous révéler une insuffisance rénale qui est au début aiguë, qui est au début fonctionnelle. Mais si on ne la corrige pas, elle peut évoluer vers l'organicité. À la différence, on demande les gaz du pourquoi? Parce qu'on ne va pas trouver d'acidose. Et ça va nous aider à réconforter le diagnostic et éliminer une acidocétose diabétique, parce que l'acidose, elle est rencontrée en cas d'acidocétose, mais en cas de syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, l'acidose, elle est normale, sauf si vous avez une cause qui peut déclencher donc ce coma ou bien ce syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Donc les gaz du sang sont normaux, sauf et même les bicarbonates, sauf s'il y a une cause déclenchante. Voilà. Maintenant, donc comment le diagnostic, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver une glycémie qui est supérieure en général à 6 grammes, mais surtout le diagnostic qui se fait par l'osmolarité. Vous pouvez trouver une glycémie à 5 grammes, mais lorsque vous calculez l'osmolarité, vous allez la retrouver supérieure à 320 milliosmoles. L'absence d'acidocétose et le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, comme je viens de vous le dire, il est caractérisé par un pH qui est normal et un taux de bicarbonate qui n'est pas bas, qui est supérieur à 18 mètres par litre. L'acétone, en général négatif ou bien faiblement positif à 1. Voilà, donc c'est ça les éléments caractéristiques, les éléments biologiques caractéristiques du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire, il est en général caractérisé par des complications. Les complications les plus fréquentes sont les complications neurologiques. On peut avoir un trouble de la conscience qui peut aller de l'obnubulation vers le coma profond et peut s'accompagner de déficits neurologiques. Je vous ai expliqué
le mécanisme physiopathologique du déficit neurologique, hémiparésie, hémianopsie et crise convulsive. Il peut poser le problème de diagnostic différentiel avec une éventuelle pathologie intercurrente, telle qu'un accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral ischémique, il est en rapport avec l'hémoconcentration qui va générer une thrombose artérielle cérébrale. Et la sévérité des troubles neurologiques, elle est directement corrélée à l'hypernatrémie et à l'hyperosmolarité. On peut avoir également comme complication une hypoglycémie, mais l'hypoglycémie, c'est beaucoup plus une complication qui est due à un traitement qui est intensif, avec un manque de surveillance de la glycémie après avoir introduit. On peut avoir également rarement une rhabdomyolyse qui va se caractériser par des myalgies, des urines foncées et une faiblesse musculaire. Et à l'examen, on aura une augmentation de la créatine kinase, donc avec une insuffisance rénale. C'est fréquent de l'avoir au cours donc de l'insuffisance rénale aiguë. Comment on va faire la prise en charge du syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire? La prise en charge, elle ressemble à la prise en charge de l'acidocétose diabétique. Elle repose sur la correction de la déshydratation, la correction de l'hyperglycémie et la correction des troubles hydroélectrolytiques, mais bien évidemment, la correction du facteur déclenchant ou bien du facteur aggravant. Il faudrait une surveillance rapprochée essentiellement pour éviter l'hypoglycémie et l'hypocalémie. Et la résolution, comment on peut savoir que mon syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire est corrigé? Lorsqu'on aura une hyperosmolarité qui est inférieure, donc il faudra à chaque fois corriger, calculer l'osmolarité. Lorsqu'on aura une osmolarité qui est inférieure à 310 milliosmoles par kilo, une glycémie qui est inférieure à 2,5, il faudra pas non plus que la glycémie s'abaisse au-delà de 2 grammes par litre. Là, il y a un risque d'hypoglycémie qui peut encore aggraver le tableau neurologique. Et c'est un patient qui va retrouver son état de vigilance normal ou bien son état mental précédent, parce que je vous ai dit que souvent, on a affaire à des gens, des malades qui présentent des maladies neurologiques précédentes ou bien qui présentent un état démentiel avant ce syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Du moins, ils reprennent leur état de conscience précédent. Comment on va traiter? Donc, il faudrait y aller progressivement. Il ne faut pas traiter de façon brusque, parce qu'on a dit que c'est des gens qui peuvent avoir une petite insuffisance rénale avant. Si on réhydrate de façon brusque, on peut entraîner une insuffisance, on peut entraîner un OAP ou bien une insuffisance cardiaque aiguë, bien une insuffisance ventriculaire gauche aiguë. Donc, la réhydratation doit être progressive par voie intraveineuse, par du sérum salé physiologique au début à 9 pour 1000 pour les premiers litres, puis du sérum salé à 4 du hypotonique, puisqu'on a vu qu'il y a une hypernatrémie. Donc, on commence par du sérum salé normal, physiologique. Ensuite, on passe à du sérum salé hypotonique. On donne de l'insuline après avoir, lorsque la glycémie atteint les 2,5, on arrête, donc on peut rajouter du sérum glucosé physiologique. En cas de choc hypovolémique avec hypotension et des signes donc, de choc hypovolémique, on peut procéder à une autre expansion volémique par du remplissage vasculaire par des cristalloïdes. Pour le traitement par l'insulinothérapie, donc on va donner de l'insuline par voie intraveineuse continue à la seringue électrique.
l'objectif est d'atteindre une glycémie qui ne doit pas être inférieure à 2,5. C'est des sujets qui vont sensibles. physiologique à la l'objectif, il est aux alentours de 2,5 grammes par litre. Une fois que la glycémie atteint les 2,5 grammes
potassium parce que le syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire est associé à une déplétion totale du potassium en raison d'un manque d'insuline et d'une osmolarité et du syndrome polyhydrique aussi qui sont accrus et donc qui nécessitent la mise en route d'une calithérapie précoce. Et bien sûr, avec tout ça, on a dit que le traitement, il est la réhydratation, l'insulinothérapie, la surveillance du potassium et procéder à la calithérapie de façon précoce, et surtout, le traitement du facteur déclenchant. Donc, si on a un syndrome coronarien, il faudra le traiter. Si on a une infection urinaire, une infection pulmonaire, un AVC, il faudra le traiter. Et donc, c'est en traitant, c'est une prise en charge multifactorielle. En traitant le facteur déclenchant, on aura fait une prise en charge complète et globale. Voilà en résumé comment on va en faire la prise en charge du syndrome hyperglycémie hyperosmolaire. Donc, et ça se fait en même temps, donc la réhydratation, l'insulinothérapie, le potassium, ça se fait en même temps. Pour la thérapie liquidienne, on a dit si le malade il est en choc hypovolémique, on procède par du sérum salé physiologique à 0,9 pour 1000. On donne en général donc 1 à 2 litres par la première heure. Si le malade il est légèrement déshydraté, donc on donne du sodium, c'est-à-dire c'est toujours de la réhydratation par du sérum salé. Si par contre le potassium il est très, très élevé, donc il y a une hypernatrémie, on va procéder à la réhydratation par du sérum salé hypotonique. On donne en général de 250 à 500 ml par heure jusqu'à ce que la natrémie se pose. Si par contre vous avez un choc cardiogénique, il faut surveiller la circulation et utiliser éventuellement des vasopresseurs, donc l'adrénaline ou bien de la dopamine pour augmenter la tension artérielle. Si par contre la natrémie elle est basse, ce n'est pas fréquent en général, on a affaire à une natrémie soit normale haute, soit rarement normale, mais le plus souvent haute ou bien normale haute. Donc on commence par une réhydratation par du sérum physiologique à raison de 1 litre la première heure. Si par contre la natrémie elle est très élevée, on peut donc procéder directement par la réhydratation par du sérum salé hypotonique. Lorsque la glycémie elle s'abaisse, on peut arrêter la réhydratation par du sérum salé et commencer par donner du sérum glucosé isotonique. Après donc la réhydratation, on a dit que c'est l'insulinothérapie. L'insulinothérapie, elle se fait par voie intraveineuse à la seringue électrique. On donne en général 0,1 unité par kilo et en bolus, d'abord en intraveineux direct. Ensuite, on donne 0,1 unité par kilo et par heure. S'il vous plaît, il y a du bruit. En perfusion continue, ou bien on donne 0,14 unités par kilo et par heure en perfusion continue. Donc en général 0,1 ou bien 0,15 unités par kilo et par heure en perfusion continue, tout en surveillant toutes les heures la glycémie capillaire. Lorsque la glycémie ne chute pas de 10% dans la première heure, on peut rajouter un bolus en intraveineux direct, par voie continue, et on va surveiller la glycémie capillaire toutes les heures. Lorsque la glycémie donc atteint un taux qui est inférieur à 11 millimoles par litre, à ce
par voie intraveineuse et on doit passer à l'électrothérapie par voie sous-cutanée. Concernant le potassium, on a dit qu'il est fréquent de rencontrer une hypocalémie. Lorsque la calémie elle est inférieure à 3,3, on doit donner 14 mètres de potassium là aussi à la seringue électrique jusqu'à ce que le potassium soit supérieur à 3,3. Lorsqu'il est entre 3,3 et 5,2, on va donner entre 20 et 30 mètres de potassium. Et lorsque le potassium va être supérieur à 5,2 mètres, on doit arrêter la calcithérapie. Pour les bicarbonates, c'est rare, donc en général, on n'a pas d'acidose au cours du coma, de l'hyperglycémie hyperosmolaire, et la calémie, elle est en général normale, donc il est rare qu'on ait recours qu'on ait besoin de donner du bicarbonate chez les patients qui présentent un syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Je vais vous donner la parole et vous allez poser des questions parce que j'ai terminé et je vais répondre à vos questions, il n'y a aucun souci. D'accord? Maintenant, bien sûr, on a dit le traitement du facteur déclencheur, c'est très important. Et là, maintenant, ça reste une complication qui est très grave. Il faut savoir diagnostiquer et reconnaître aux urgences. Il faut savoir traiter précocement parce qu'elle est caractérisée par des complications qui sont graves. Et je l'ai dit au début, la mortalité, elle peut atteindre jusqu'à 25% des patients qui sont hospitalisés pour syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. Voilà. Donc, le meilleur traitement, bien sûr, reste la prévention. Prévention grâce à une bonne éducation thérapeutique, comme il fait des sujets âgés, on doit expliquer à leur entourage, ils doivent bien être entourés, qu'on doit, s'ils ne savent pas exprimer la sensation de soi, c'est l'entourage qui doit être éduqué, qui doit surveiller régulièrement la glycémie de leurs parents, leur donner régulièrement